Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse avec aujourd'hui la question de Noélie qui porte sur le bon moment. Alors elle est intitulée de la manière suivante, c'est quand le bon moment? Est-ce qu'il y a un bon moment? On parle souvent de bon moment, est-ce que c'est le bon moment? Ce n'est pas le bon moment, il faut attendre le bon moment ou si les choses ne fonctionnent pas, on se dit que c'est parce que ce n'était pas le bon moment. Parfois, on parle de synchronicité et en même temps, on parle aussi de perfection dans l'ordre des choses, que si les choses arrivent, tout est parfait et donc on peut dire tout et son contraire. Alors, on va essayer un peu de faire le trait dans tout ça et voir de quelle manière cette notion de moment et d'action dans le moment peut être regardée avec un peu plus de hauteur que simplement celle du constat a posteriori d'une action qui aurait pris place soit trop tôt, soit trop tard, soit pile au bon moment. Alors, en premier lieu, on doit aussi scinder, séparer en quelque sorte la notion d'action dans le temps, de moment. Il y a le moment, on va dire, de l'humain, avec ses conditionnements, ses habitudes, ses routines, ses croyances, ses limitations, ses peurs, ses doutes, ses freins, son petit côté parfois buvard, absorbeur d'influence. Ensuite, il y a l'étage de l'âme, l'âme qui a, on va dire, deux vocations ou deux directions qui alternent ou qui s'additionnent, qui est la vocation d'apprentissage et la vocation de réalisation. Donc il y a cette danse entre cette volonté permanente pour l'âme d'apprendre, alors on verra ce qu'il y a à apprendre, et puis de réaliser, de rendre réel, de se réaliser, de parvenir à une sorte de but et d'objectif. Ensuite, il y a l'étage, on va dire, de l'esprit supérieur, qui lui est, on va dire, en dehors du temps, parce qu'il est dans une forme d'éternité, et qui lui impulse en permanence, donc tout le temps, eh bien, une sorte de direction, une directive générale qui correspond en quelque sorte eh bien, à son identité originelle. Et donc, ce soi, cet esprit supérieur, lui, il vibre évidemment à une fréquence plus élevée que celle de l'humain, plus élevée que celle de l'âme, mais moindre que celle de, on va dire, l'intelligence universelle ou la source qui est encore dans une autre éternité plus élevée et qui est, on va dire, le véritable maître du temps, maître de l'action qui prend place, on va dire, dans de grands cycles, des cycles qui dépassent l'entendement humain et qui donnent une sorte d'autre rythme. Alors, effectivement, au quotidien, vous entendez à longueur de journée cette remarque, est-ce que c'est le bon moment pour agir? Doit-on agir maintenant? Que faut-il faire en ce moment? Et dans tous les domaines, tous les registres, est-ce que c'est le bon moment pour acheter une maison, pour la vendre, pour partir à l'étranger, pour changer de travail? Est-ce que c'est le bon moment pour faire telle chose ou ne pas la faire, pour attendre, et ainsi de suite. Alors, sur quoi se base cette idée de bon moment? Quel serait le bon moment? Eh bien, on se dit, c'est l'action qui, conduite dans ce cadre espace-temps, va donner un résultat conforme à nos attentes, à nos espoirs, à nos envies, et ainsi de suite. Et lorsque, évidemment, eh bien, les choses ne se déroulent pas ensuite comme prévu ou espéré, eh bien, on peut se dire, ben, ce n'était pas le bon moment, ou c'était trop tôt, ou c'était trop tard, et ainsi de suite. Alors, encore une fois, je m'adresse à vous qui êtes des chercheuses et chercheurs de vérité, et qui avez à cœur de sortir des sphères d'influence, d'être lucide sur la peur en vous, les doutes en vous, les croyances, et ainsi de suite, qui peuvent en quelque sorte travestir votre, en tout cas,
tordre votre capacité eh bien, à vous situer dans le cadre espace-temps là, de votre expérience humaine, et puis vous, en quelque sorte, vous donner des ordres d'action ou d'inaction qui vont obéir plutôt à des peurs, des doutes, des croyances, des conditionnements, qu'à des injonctions qui émanent de vos étages supérieurs. Donc, lorsque l'on se pose la question d'une action à produire, alors il n'y a pas de valeur à donner aux actions, hein, n'importe quelle action, ça peut être, vous devez vous rendre chez telle personne dans la semaine, et puis vous posez la question, est-ce que, tiens, mercredi c'est le bon moment pour aller lui rendre visite? Ou vous devez appeler quelqu'un, peut-être qui traverse une période difficile, il dit, tiens, est-ce que j'appelle le midi ou j'appelle le soir? Est-ce que c'est le bon moment? Et donc là, il y a une question qui se pose. Et il est important que vous regardiez ce qui en vous cherche à répondre. Est-ce qu'il y a peut-être une peur résiduelle de tomber à côté, de mal faire, de faire une erreur, de blesser, d'être mal accueilli, et ainsi de suite? Lorsque vous vous observez en train de demander conseil à vous, au doute, à la peur, au potentiel sentiment de culpabilité, pour vous indiquer le bon moment pour agir, ou le temps qu'il vous faut patienter avant d'agir, ainsi de suite, ou qui vous peut-être vous incite à reporter en permanence au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même, ça peut être changer de travail, changer de région, partir vers une autre direction, exprimer ce que vous êtes, ainsi de suite. Ça peut, là, dire, vous avez vécu ça peut-être 1000 fois, ou dans un groupe de personnes, quelque chose cherche en vous à s'exprimer, et puis il y a une force là, contraire, qui émane du personnage, et qui vous bride, qui vous muselle, et puis qui vous dit peut-être, ben non, ce n'est pas le bon moment pour t'exprimer, ce n'est pas le bon moment pour parler, attends un meilleur moment, un moment propice. Mais sur quoi se base cette interdiction? Est-ce qu'elle se base sur la peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être mis à l'écart? Et donc, il se peut que, là aussi, eh bien, parfois, vous ayez exprimé le fond de votre pensée. Alors, quand je dis pensée, c'est inspiration, et que vous avez recueilli peut-être des critiques, des reproches, voire plus, une mise à l'écart, et puis qu'ensuite, vous avez conclu que ce n'était pas le bon moment, et donc vous pouvez aujourd'hui vous appuyer sur une sorte d'expérience individuelle qui vous dit il vaut mieux prendre son temps avant d'agir, avant de parler, avant de faire quoi que ce soit, parce que les conséquences de mes actes, de mes paroles, et ainsi de suite, eh bien, peuvent engendrer des situations difficiles que j'ai pas envie d'y vivre. Donc là aussi, on voit que, outre tout ce qu'on a dit, les peurs, les doutes, les angoisses, les influences collectives, vous avez votre propre expérience qui va comme influencer votre calendrier intérieur, votre rythme intérieur, et qui peut en quelque sorte eh bien, être le vrai organe de décision de ce qui serait le bon moment pour faire, agir, et ainsi de suite. Et là, on est encore dans l'étage de l'humain, dans l'âge du personnage, qui, tant qu'il n'a pas pris conscience que toutes ces couches émotionnelles, psychiques, eh bien, vibrent à une fréquence bien plus basse que celle de son âme, de son esprit et de l'intelligence universelle, eh bien, croit pouvoir discerner avec justesse quel est le bon moment pour accomplir ce qu'il a à accomplir. Alors, on voit bien que plus on descend dans les strates de l'humain vers l'intelligence universelle, plus ça vibre à basse fréquence, donc avec lenteur. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez une inspiration qui vient, on va dire, du plus haut des cieux et qui
descend, si je puis dire, dans la conscience humaine, et que vous commencez à la mâchouiller, à l'observer, dans tous les sens, eh bien, vous lui faites perdre son rythme, sa cadence, sa fréquence, vous la ralentissez, et quand bien même, au terme de X jours ou semaines de digestion ou de réflexion, vous passez à l'action, eh bien, c'est trop tard. Alors, c'est là où, très souvent, j'entends des réflexions du style « je ne comprends pas, c'était une vraie inspiration, je sentais au fond de moi que c'était réel, que ça venait d'en haut, et ainsi de suite ». Et puis, quand j'ai réalisé, donc j'ai donné forme à cette idée, qui était le fruit d'une inspiration, eh bien, j'ai comme raté mon rendez-vous, c'est tombé à plat, ça n'a pas donné les fruits escomptés. Et souvent, on peut observer qu'il y a un grand délai d'analyse, de quel est ton avis, qu'est-ce que tu penses de cela, ainsi de suite, entre l'inspiration qui est dans cette fulgurance du moment présent et qui demande bien souvent à être exécutée dans l'instant, et puis, eh bien, cette réalisation effective où on passe à l'action, si je puis dire, où on met en œuvre l'idée, l'inspiration qu'on a reçue. Et donc, on peut s'étonner effectivement d'un décalage entre une inspiration qui était, pour le coup, élevée, et puis un résultat qui semble être comme enlisé, enquisté dans un rythme beaucoup trop lent. Alors, je vous le dis, je vous le rappelle, ce qui vient de l'esprit, c'est dans vraiment la fréquence la plus élevée, et ce sont des informations qui vous arrivent en permanence. Alors certes, votre esprit supérieur, votre soi, n'a pas conscience du temps humain. Donc, toute l'aventure humaine, si je puis dire, vise à gagner en sagesse et en discernement pour être celui ou celle qui, recevant eh bien, ces informations, ces inspirations, se place dans ce décor humain et est capable d'agir, on veut dire, au moment opportun. Alors, c'est quoi le moment opportun? C'est là toute la science, je puis dire, de l'expérience humaine, toute la sagesse. C'est effectivement lorsqu'on est capable de mettre en relation une inspiration et une action. Donc on va dire, s'il fallait déterminer un moment juste, qui n'est pas le bon moment, parce que bon moment, il y aurait un bon moment et un mauvais moment, donc c'est évidemment pas binaire, mais le moment juste, c'est lorsqu'effectivement il y a cet alignement entre l'inspiration qui donne l'idée, qui donne l'impulsion, qui donne l'action. Alors, vous savez, c'est un peu comme un orchestre symphonique. Dans mon premier livre, intitulé « La symphonie des âmes », eh bien, je parle cette vaste musique. Alors, on peut dire que l'intelligence universelle, c'est ce qui écrit la musique, c'est le compositeur. Le soi, c'est ce chef d'orchestre qui va donc donner la cadence pour que ça tombe vraiment juste et que toutes les âmes ici ambiantes jouent ensemble. Et puis, vous avez effectivement cet esprit humain qui va tourner les pages à la vitesse qu'il va décider et puis donc qui va commencer à jouer sa partition, sa partie individuelle, unique, en fonction de ses propres choix, de ses propres désirs, de ses propres restrictions. Mais on comprend bien que si c'est une partition collective, cette symphonie, que donc l'intelligence universelle donne la même musique à tout le monde, mais à jouer avec des instruments différents, avec une tonalité différente, et que vous mettez à dire, tiens, moi j'ai le violoncelle, oui, là, effectivement, j'entends cette partition, mais je vais attendre un petit peu, je vais voir ce que font les autres, ainsi de suite, et que vous mettez à jouer lorsque, eh bien, il s'est déjà passé 5 ou 10 minutes et que vous commencez à jouer votre partie. Alors, c'est pas que la partie que vous allez jouer est fausse ou est inadéquate ou qu'elle n'est pas le fruit, effectivement, de l'intelligence universelle. Simplement, quand vous commencez à la jouer, vous êtes en retard, vous êtes à contre-temps.
Et donc, c'est pour ça que je dis souvent, les gens se surprennent, je ne comprends pas, j'avais pourtant reçu cette belle musique, j'avais la partition sous les yeux. Alors certes, j'ai un peu attendu, mais quand j'ai commencé à la jouer, tout le monde m'a dit « mais arrête de jouer, tu nous casses les oreilles ». Et c'est là que cette image-là de l'orchestre symphonique, qui est effectivement cette vaste humanité. Alors bien sûr que le chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il fait? Le chef d'orchestre, il fait en sorte effectivement d'où son nom, de diriger les uns les autres, et donc il va comme réorganiser au fil du jeu, réorganiser les places des uns et des autres. C'est en ça que, effectivement, quand on parle de la sagesse à acquérir sur Terre, et ce discernement, c'est aussi se connaître, savoir, tiens, moi, quand j'ai une idée, une inspiration, je vois qu'avec mon expérience, il m'est demandé soit de temporiser, parce que mon âme a choisi l'apprentissage de la patience, soit d'agir tout de suite, parce que mon âme a choisi l'apprentissage, effectivement, de la témérité, ou du courage, ou du lâcher-prise, et ainsi de suite. Mais là, ne tombez pas dans le panneau de la récupération du mental, qui dit, oui, moi, mon âme, elle a choisi la patience, et donc, vous donnez systématiquement 3 ans de délai entre l'inspiration et puis sa réalisation. Parce que l'apprentissage, c'est une chose à laquelle on accède, un niveau de conscience auquel on accède, et qui ensuite nous permet d'agir de manière différente, plus élevée. Si, parlons de si effectivement, tiens, votre âme a pour vocation d'apprendre le lâcher-prise, par exemple, ou le détachement, ou l'autonomie, mais que vous vivez en permanence la même expérience. On n'est plus là dans l'apprentissage, on est dans l'acharnement pédagogique. Donc c'est aussi à vous de discerner dans votre expérience de vie ce qui se joue lorsque vous décrétez que, en étant en possession d'un élan, d'une envie, d'une idée ou d'une inspiration, peu importe, quand je dis élan, ça peut être encore une fois de passer un coup de téléphone à un ami, eh bien, vous allez comme soit agir tout de suite, mais avec précipitation, soit décaler dans le temps, reporter à plus tard, parfois même en mettant ça aux oubliettes. Donc, cet apprentissage, il doit être, pour le coup, vérifiable. Vous devez, là, encore une fois, ne pas tomber dans le piège de que font les autres. On entend en permanence cette idée que le rythme, ou la cadence, ou le moment juste serait le même pour tout le monde. Si vous êtes, je sais pas quoi, vous êtes propriétaire d'un appartement, et puis là, dans votre immeuble, votre voisin dit, bah tiens, moi je vais vendre le mien parce que j'ai entendu dire que c'était le bon moment pour vendre, après, je sais pas quoi, les taux risquent de monter ou de descendre, ou que sais-je. Et puis vous, là, vous n'y aviez absolument pas eu ce genre d'inspiration, qui est peut-être juste pour lui. Et vous allez prendre cette inspiration horizontale, lui dire, tiens, ah bah oui, apparemment, c'est le bon moment pour vendre. Qu'est-ce qui se passe? Pour lui, c'est le bon moment. Donc, effectivement, il va vendre ça, et puis ça lui permet effectivement d'être dans cette espèce de flux, et puis il passe à autre chose, ainsi de suite. Et vous allez croire que c'est aussi votre bon moment, donc votre moment juste, vous allez vendre cet appartement, et derrière, eh bien, s'ensuit toute une sorte de couac existentiel, et qui sont finalement la cause, en tout cas la conséquence de quel choix, de quel manque de discernement. C'est celui d'avoir obéi à une directive extérieure, c'est-à-dire quelque chose qui vous a été influencé, et non ce moment juste qui vous appartient. Et plus vous allez, encore une fois je m'adresse à des chercheurs et des chercheuses de vérité, plus vous allez avancer dans cette voie, plus il vous sera demandé d'être autonome et responsable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus... là,
tentant que de suivre la cadence des autres. Que font les autres? Où vont les autres? À quelle date? Et ainsi de suite. Ah, bien sûr qu'il y a un apprentissage au départ, parce que on apprend à faire tous ensemble la même chose, à se lever aux mêmes heures quasiment, à aller à l'école à la même heure, manger à la même heure, se coucher à la même heure, ainsi de suite, et prendre les vacances en même temps, tous sur la route en même temps, et on en vient presque à oublier quels sont nos moments justes. Est-ce que mon moment juste pour travailler, pour créer, pour ainsi de suite, c'est forcément entre 8h et 18h. Est-ce que peut-être pour moi, c'est pas plutôt entre 20h et 3h du matin? Mais si vous oubliez de vous reconnecter à votre propre rythme, votre propre cadence, qui est unique, qui est la vôtre, et qui n'est pas uniforme tout au long de votre vie. Peut-être que dans l'adolescence, votre rythme est différent, à l'adulte, ainsi de suite, et que vous avez des phases, peut-être au sein d'une journée, au sein d'une semaine, au sein d'une année, ainsi de suite. Mais si vous n'écoutez pas ça, si vous vous fiez eh bien, aux cadences, aux rythmes artificiels qui ont été inventés par d'autres et pour d'autres, eh bien, certes, vous allez vous sentir peut-être dans le groupe, ah, tiens, on est tous ensemble, on fait tous la même chose, etc. Mais tout ça est au détriment de la connaissance de votre moment juste. Alors, ce moment juste, alors effectivement, ça peut paraître basique, à quelle heure je me lève, à quelle heure je mange, à quelle heure je travaille, à quelle heure je fais du sport, ainsi de suite. Mais ça part de là. Comment voulez-vous élever votre conscience à des strates les plus élevées qui soient pour vous connecter à dire une cadence, un rythme qui soit universel, si dès l'étage du corps, du psychisme, vous êtes connecté, vous êtes branché sur la cadence des autres, des habitudes, des routines, de ce que faisaient vos parents, vos voisins, et ainsi de suite. Là, il est fondamental pour ressentir en vous, en toute chose, le moment juste, que vous questionniez en profondeur. Quand je fais telle chose, quand je me lève à telle heure, quand je me couche à telle heure, quand je dis tiens, je vais me reposer ce week-end, ou je vais travailler à partir de lundi à l'infini. Quand vous faites une chose, est-ce que vous la faites parce que c'est une routine, une habitude, parce que tout le monde fait ça, parce qu'on a toujours fait comme ça et pourquoi on ne ferait pas autrement, ou parce que c'est pour vous le moment juste. Soyez dans ce discernement de toutes les actions que vous produisez et qui sont consommatrices d'énormément d'énergie et qui en vérité prennent place dans un moment qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas celui de votre unicité. Revenons aux histoires d'orchestre symphonique. Si vous n'êtes pas dans votre cycle individuel, eh bien vous allez arriver dans ce grand amphithéâtre en retard, vous allez partir après les autres, mais vous ne serez pas là au moment où il y a cette distribution des partitions, votre place sera prise et ainsi de suite. Donc ça commence déjà dans les strates, dire les plus denses, celles des habitudes du quotidien, en se posant la question. Alors bien sûr, vous allez dire, mais comment, si je m'écoute, si j'écoute mon rythme intérieur, je vais être en décalage avec les autres, je ne vais pas les croiser, ainsi de suite. Bref, il y a déjà peut-être là la peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être mis à l'écart, de passer pour un paria, un marginal ou que sais-je. Là aussi, et s'il y a encore des peurs qui restent là-dessus, dis tiens, bon, cette peur-là, elle me prive d'une connexion à plus élevé, à plus vibrant, à plus lumineux en moi. Et donc, on va commencer par la base, parce que, vous savez, j'entends très souvent des personnes qui posent la question, oui, comment entendre son âme, comment entendre son esprit, c'est-à-dire comment être dans cette synchronicité avec l'idée, l'inspiration qui vient, mais dès l'échelon là du corps et du physique, on est déjà à côté de ces pompes. Comment voulez-vous, en étant physiquement à côté de ces pompes, être en capacité d'accueillir ce qui vient de l'étage du dessus? Donc, ça demande dès le départ eh bien, un réalignement sur son propre tempo. Alors, encore une fois, il
il y a des cycles. S'il y a des cycles à l'échelon universel, il y a aussi des cycles à l'échelon individuel, c'est-à-dire depuis l'atome jusqu'à l'univers dans son entier. Donc, c'est aussi un apprentissage de connaître ses propres cycles. Tiens, moi, quel est mon cycle? Est-ce que me mettre au lit à 10 heures ou à 2 heures du matin, c'est juste pour moi? Quelle est cette justesse? Est-ce que vous suivez vos cycles ou est-ce que vous suivez les cycles qui vous sont dictés par des facteurs extérieurs, par la peur d'être fatigué le lendemain, par la peur de déranger les autres, bref, à l'infini? Donc là aussi, ça part, en tout cas, ça doit procéder d'un examen minutieux des moments justes que vous vous octroyez dans une journée. Alors évidemment, on est sur Terre, il y a des aménagements à opérer en permanence qui partent du bon sens. Si vous dites, tiens, bah moi, j'ai décidé que je vivrai toujours la nuit, il y a peu de chances que si vous aspirez, je sais pas quoi, à joindre une administration ou à avoir rendez-vous à la banque ou aller dans un magasin, vous trouviez la porte ouverte. Donc, indépendamment effectivement de toutes ces situations du bon sens du quotidien pratique, il y a là l'observation de vos cycles qui, encore une fois, sont évolutifs en fonction de vos expériences, en fonction de vos prises de conscience, mais qui doivent être observés. Et donc, vous avez des cycles qui vous traversent en fonction de vos âges et qui vous invitent à vous recentrer sur ces moments justes et donc à opérer au fil du temps un discernement, parce que c'est ça aussi l'apprentissage, un discernement sur aussi toutes les actions, toutes les invitations qui vous sont données. À longueur de vie, des humains vont venir à vous proposer des choses. Une invitation pour un repas, un nouveau poste, un déménagement, un mariage, plein de choses. Et donc, là aussi, vous pouvez convoquer à nouveau le calendrier là, avec sa petite baguette qui vous dit oui, ben, c'est le moment parce qu'après ce sera trop tard et donc il y a encore la peur qui vient derrière. La peur de rater une opportunité, la peur d'être ensuite déçu de la chose qu'on n'a pas faite, ainsi de suite. Mais là aussi, ça vous demande d'être vigilant, vigilante. C'est pas parce qu'on vous propose quelque chose, on vous invite quelque part, que cela correspond à un moment juste. Parce que sinon, on tombe dans cet ego spirituel qui part du postulat que tout ce qui arrive est forcément... ça devait arriver. Alors oui, ça devait arriver au sens large du terme. Pourquoi? Parce que cela est permis. Ce qui est permis, c'est quoi? Ce qui est permis, c'est la conséquence de l'ensemble des libres arbitres individuels, à l'échelon individuel. Donc, effectivement, cela est permis. Donc, il y a une perfection générale qui fait qu'il n'y a pas de chaos réel. Ce chaos qu'on peut vivre sur Terre, c'est un chaos organisé, régulé. Simplement, quand vous comprenez que ce n'est simplement qu'une somme de causes et de conséquences qui engendrent des éléments, vous ne dites plus bah, en permanence tout est parfait, j'ai raté mon rendez-vous, tout est parfait. Alors, prenons ce stade de rendez-vous. Puisqu'encore une fois, chaque cas est unique et chaque situation est unique. Vous avez un rendez-vous à 10h30, un rendez-vous important dans un centre-ville. Donc, vous êtes dit, tiens, il faut que je parte à 9h30 pour être à l'heure, là au moins ça passera bien, etc. Pour moi, c'est fondamental. Et puis, précisément ce jour-là, votre voiture tombe en panne à 10 km du point d'arrivée où il y a une grève des transports en commun. Et bref, vous vous retrouvez à rater votre rendez-vous. Vous arrivez à 11h à la place de 10h30 et la personne qui était censée vous attendre, eh bien, est passée à autre chose. Et donc, vous avez le sentiment d'avoir raté votre rendez-vous. Et donc là, deux possibilités. Soit vous dites, bah tiens, tout est parfait, c'est parce que c'était pas le bon moment, je ne devais pas la rencontrer. Et d'autres vont se dire, ah mince, c'était le rendez-vous de ma vie, qu'est-ce qui a fait que je l'ai raté? Donc, qui a raison là-dedans, qui a tort? Alors, ni l'un ni l'autre, puisque chaque âme est unique. Et c'est aussi en fonction de ce que votre âme a à apprendre. Si votre âme a à apprendre eh bien, le lâcher-prise, peut-être qu'effectivement, le fait d'avoir raté ce rendez-vous, c'est un apprentissage. Mais si, à chaque fois que vous avez un rendez-vous,
Vous le ratez, encore une fois, ce n'est plus de l'apprentissage, c'est de l'acharnement thérapeutique. Donc, à vous d'être lucide sur ces situations-là. Lorsque vous avez le sentiment d'un rendez-vous manqué dans votre vie, je ne sais pas quoi, vous devez emprunter une somme pour acheter quelque chose et puis cette somme vous est refusée et donc vous allez vous dire « Ah bah tiens, c'est parce que c'était pas le bon moment, donc tout est parfait, je ne devais pas l'acheter. » Et ça à l'infini. Vous allez détecter dans votre vie plein de situations qui, ne vous amenant pas au but escompté, vous allez dire « Eh bien, c'est parce que c'était pas le bon moment, pas le moment juste. » Alors, parfois, ça peut être effectivement vrai, parce que votre âme est un peu aux manettes, et elle fait en sorte de ne pas tourner la page de la partition si vous jouez trop vite. Donc, si vous êtes en avance sur le temps, eh bien, elle vous fait patienter. Donc, ne vous dites pas systématiquement, lorsqu'il y a un rendez-vous apparemment raté, c'est parce que ce n'était pas le bon moment ou ce n'est pas le moment juste. Là, c'est de la récupération de l'ego spirituel qui va mettre le label de perfection en essence, pas en apparence, en essence sur l'intégralité de ce qui est vécu. Et au final, il n'y a plus de discernement, il n'y a plus d'apprentissage et tout devient lisse, neutre. Finalement, il n'y a plus de moment juste puisque tout est juste tout le temps en permanence. Donc, où s'exercerait dans une perfection absolue dans la pratique, le discernement, si tout est parfait, il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à comprendre, il n'y a plus de prise de conscience à réaliser. Donc, revenons à ce qui vous concerne. Dans ce quotidien-là, bien sûr qu'il peut y avoir à la fois cette panne de voiture qui vous fait apparemment rater un rendez-vous, mais aussi on va dire des actes manqués, c'est-à-dire des parties de vous qui manifestement ne veulent pas de cette rencontre, de ce rendez-vous, parce que c'est peut-être un point de réalisation, un point où là vous rencontrez vous-même, un point où vous êtes obligé de transcender des peurs, des doutes, des angoisses, des limitations, ainsi de suite. Et si vous donnez du crédit systématiquement à ce qui en vous dit ce n'était pas le bon moment, eh bien vous renforcez le saboteur intérieur. Le saboteur intérieur qui adore les rendez-vous ratés, qui adore effectivement faire en sorte que vous n'exprimiez pas votre nature profonde, puisque c'est une partie qui veut contrôler, qui veut réguler, qui veut contraindre, ainsi de suite. Et donc, vous pouvez vous retrouver à être celui ou celle qui ne dit jamais ce qu'il ou elle pense, parce que ce n'est pas le bon moment, qui ne fait jamais ce pas supplémentaire parce que c'est trop tôt, qui ne monte pas dans le train parce qu'on ne sait pas où il va, donc il va attendre le prochain train, mais qui n'arrive jamais, et ainsi de suite. Et vous vous retrouvez à être comme spectateur de votre vie, avec la sensation que ce n'est jamais le moment juste. Alors parfois, effectivement, miracle, il y a ce qu'on appelle une synchronicité. Alors c'est quoi une synchronicité? Mais synchronicité, c'est quand vous observez un orchestre symphonique où tout le monde joue ensemble, la mélodie qui a été composée par l'intelligence universelle, personne n'est en avance, personne n'est en retard, et on est dans le tempo juste. Et ça, donc, c'est ressenti à l'échelon individuel. À votre échelon, vous sentez qu'il y a une sorte d'alignement de l'ensemble des paramètres qui vous composent et vous entourent, et vous dites, tiens, mais là, c'est parfaitement aligné. Alors, vous pouvez se dire, tiens, faire la remarque, waouh, une synchronicité, et puis être émerveillé de cela. Alors, encore une fois, vous pouvez être émerveillé de cela, soit vous dire, tiens, comment se fait-il qu'il y ait si peu de moments de synchronicité, effectivement, d'un accord entre l'inspiration, l'idée et l'action. Il y a si peu de synchronicité dans ma vie. Comment se fait-il que je me sente si souvent à contretemps, soit en avance, en retard ou en attente d'une impulsion qui permettrait d'agir? Lorsque vous vous posez cette question-là, comment se fait-il qu'il y ait si peu d'instants dans mon existence où je ne me sente pas à ma place dans cette vaste orchestre symphonique, où j'ai l'impression que je joue la partition des autres, pour un instrument qui n'est pas le mien,
où j'essaie que font les autres et j'essaie de les suivre leur cadence, de les rattraper, ainsi de suite. Et puis donc tout le monde me dit mais non, tu joues trop fort, ou tu joues pas juste, tu es en retard ou tu es en avance. Comment se fait-il qu'il y ait si peu de ces moments de synchronicité? Alors encore une fois, je vous dis, c'est comme une espèce de pyramide. Lorsque vous prenez conscience de toutes les parties qui en vous sont habituées à être désynchronisées avec votre nature profonde, par habitude, par compromis, par obéissance, par tout ce que vous voulez. Et qu'ensuite, vous dites, tiens, effectivement, mais quelle est la volonté de mon âme là-dedans? Je ne peux pas me raconter éternellement l'histoire de l'apprentissage si la leçon qui m'a été donnée est la 10e du genre. Je ne peux pas me raconter l'histoire là de la réalisation de quelque chose en particulier si c'est la même chose qui est réalisée à chaque fois. Il y a encore une fois une gradation. Et donc, ce faisant, vous élargissez votre conscience de cet instant parfait. Alors, encore une fois, je vous dis que cela est souple, cela est mobile, ça vous demande de la flexibilité. Ça ne veut pas dire que parce que lorsque vous avez une inspiration la semaine 1 de l'année, qu'il vous faut la mettre en œuvre tout de suite, que la semaine suivante sera encore au même instant, parce qu'encore une fois, c'est toujours un gain de conscience. Donc, c'est toujours affiner cette relation verticale entre les différents étages de la conscience, et donc gagner en maîtrise, gagner en perception, gagner aussi en respect du rythme des uns et des autres. Combien de fois dans votre vie avez-vous pu vouloir que les choses aillent plus vite pour les autres ou moins vite? Vous avez peut-être reproché à un tel de dire tiens, tu vas trop vite ou tu es trop lent, tu devrais faire ci, c'est-à-dire tu devrais faire autre chose que tu fais maintenant. Et donc, combien de fois avez-vous produit un avis, voire une critique sur le rythme ou la cadence des autres? Là, il faut avoir l'humilité de dire, attends, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, du bon rythme de mes enfants, mes voisins, mes parents, à quelle fréquence ils doivent travailler, se reposer, faire des choses, ne pas les faire, ainsi de suite. Là, vous devez aussi vous observer, dire, tiens, si j'étais si bon ou si bonne que ça pour déterminer quel est le juste rythme des uns et des autres, pour moi, je pense que ça filerait super juste, super droit, je serais l'un des meilleurs musiciens de l'orchestre symphonique. Est-ce que c'est le cas? Donc on se pose des questions et donc avec humilité on se dit en fait j'en sais rien de quel est le bon rythme des autres. J'observe simplement les conséquences des actions, des inactions, des empressements que je vois autour de moi. Mais de là à juger le comportement, en tout cas les actions des uns et des autres en fonction du rythme qu'ils semblent entreprendre, c'est autre chose. Il y a cette idée de procrastination qui est très souvent mise en avant. On reproche aux gens de tiens, mais de remettre au lendemain ou d'aller trop vite. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait de l'ambition de l'âme des uns et des autres? Qu'est-ce qu'on en sait des informations que leur esprit supérieur leur impulse? On ne sait pas. Donc, plus soi-même on a observé ces potentielles influences, ces potentiels conditionnements qui donc masquent ce chronomètre, ce chronos intérieur, plus on peut être sensible à celui des autres, à l'écoute, plus on est ouvert à la cadence de notre âme, plus on reçoit en temps réel, pas en temps décalé, les inspirations directes, les injonctions, les informations émanant de notre soi directeur qui lui-même vibre par écho avec la cadence universelle. Alors ce sera ma réponse à cette question, c'est quand le bon moment? Merci à toutes et à tous et à très bientôt.